Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série d'articles du Rokugan Vidéo Chronique des éléments. Donc Vidéo va être une série d'articles en vidéo sur YouTube qui va reprendre certains points du jeu L5R, que ça soit des commentaires de parties, que ça soit des spoils de cartes, des points de règles obscurs, etc. On va essayer de faire pas mal de contenu de tout type possible. Le but étant que vous nous dites ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, afin qu'on continue le contenu qui vous plaise et pas l'autre. Donc aujourd'hui on va faire un bon gros épisode pilote avec plein de choses différentes, un bon pêle-mêle, pour voir, avoir un premier avis de votre part. Donc, pour ce premier épisode, nous allons commencer tout d'abord par reprendre les spoils des crabes qui ont été révélés mercredi dernier. Donc on va voir les différentes cartes, donner un petit avis général dessus, voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, les points forts, les points faibles, tout ça. Ensuite, nous allons prendre la partie live d'FFG du clan des dragons contre du clan du crabe. Donc une partie un peu tutoriel, hein, ils ont bien mis du temps pour expliquer comment ça se déroule, les phases de jeu, qu'est-ce qui se passe. Donc je pense que je vais faire exactement la même chose, je vais prendre aussi le temps de tout expliquer les phases de jeu et tout. Donc ce sera un peu une vidéo tutoriel de comment on joue à L5R. Les vétérans, je sais pas si ça va vous plaire, mais dans tous les cas, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre. Et les néophytes sont les bienvenus, évidemment, pour voir ce que ça donne. Après ceci, en troisième partie, nous allons juste nous intéresser quelques minutes au spoil Phoenix, donc la nouvelle carte qui a été révélée. J'en dis pas plus pour l'instant, vous verrez tout à l'heure. Et pour finir, nous allons revenir juste sur quelques points de règle qui nous ont été donnés, on va dire, pendant cette partie, ou qui ont été approfondis, des choses qu'on ne savait pas, etc. Des choses à bien prendre en compte pour vos futures parties avec vos petits bouts de papier. Donc voilà, on va commencer par les spoils du crabe maintenant. Et donc nous voilà de retour pour les premiers spoils du crabe. Donc on va tout de suite commencer par changer de petite scène, voilà la magie du montage, ou plutôt la magie des logiciels d'enregistrement. Et donc on va s'intéresser aux cartes, donc on est directement sur le site d'FFG. Donc là on voit juste le pêle-mêle de cartes générales, mais on va s'intéresser aux cartes une par une et voir ce que ça donne. Donc on commence par Iruma Yojimbo. Donc un personnage dynastie, pour 2 c'est une 4-3, ce qui est très fort. Ce personnage ne peut pas être déclaré en tant qu'attaquant. Donc c'est un personnage vraiment très défensif, hein, tout comme le clan l'est en général. Un bon gros de gloire quand même, le trait Bushi, le trait Yojimbo, on sait pas trop ce que ça donne pour l'instant. Mais voilà, un perso déjà, un bon premier perso, bien défensif quand même, parce que pour passer une 4-3 avec un personnage à 2, ça va être compliqué. D'autant plus qu'avec ces 2 de gloire, bon, ça peut être positif ou négatif, mais si jamais on arrive à l'honorer, une 6-5 pour 2, franchement c'est super fort. Un personnage qu'on va sûrement voir à mon avis sur les tables, surtout avec 1 ou 2 points de fail dessus, pour s'assurer une défense à long terme. Voilà pour cette carte. Pour la suivante, les Borderland Fortifications. Ouais, je découvre un peu les noms en même temps que vous. Donc, un holding à plus 2, déjà c'est un beau holding, il ne doit pas avoir une capacité si forte que ça. Action, choisissez une carte de vos provinces et changez ce holding avec cette carte. Donc voilà, un holding assez sympa parce que du coup il va pouvoir switcher de province selon laquelle se fait attaquer. Il fait pas d'autre effet que ça. Je rappelle que quand vous avez des holdings, ça fait des personnages en moins sur vos provinces à jouer le tour d'après, donc je sais pas si ça va être tant joué que ça, mais ça reste quand même un plus 2 bien sympathique, parce que quelle que soit la province qui se fait attaquer de votre côté, vous allez avoir ce bonus. C'est un peu comme un stronghold qui bouge dans un sens au niveau de la défense, c'est franchement intéressant. Je sais pas si ça va être fort, mais c'est une carte qu'il va falloir surveiller. La montagne ne tombe pas. Ouais, je m'amuse à faire des petits traductions comme ça. Donc, pour un event pour 1, choisissez un personnage. Jusqu'à la fin de la phase, ce personnage ne s'incline pas pour la résolution du défi, quand il défend. Donc ça va être très sympa avec, par exemple, la carte dont on a parlé tout à l'heure, hein, la première, Jimbo, je sais plus comment il s'appelait, la 4-3 pour 2. Donc, ça va permettre de défendre avec des personnages sans qu'ils s'inclinent. Franchement, jusqu'à la fin de la phase en plus. Donc c'est pas pour un défi, c'est pour tous les défis de la phase. Prenez donc la 4-3 tout à l'heure, vous lui mettez 2 de gloire, donc ça fait une 6-5 qui avec ça va défendre et le militaire et le politique. C'est un event assez fort. Je me demande combien d'influx il a. Voilà, il a un bon gros 3 d'afflux quand même, donc on va pas l'avoir splashé dans tous les clans. Mais franchement, une carte assez balèze. Ah, tiens, petit fail d'effet on a fait 2 fois la même. Le Iruma Emboucher. Donc pour 2, une 2-2. Stat classique, le trait Bushi, intéressant, le trait Scout, qui l'est moins, 0 de gloire, ce qui est bien ou pas bien, ça dépend comment vous voyez ça. Et après que ce personnage entre en jeu en tant que défenseur, on choisit un personnage, et ce personnage ne peut pas trigger d'ability. C'est plutôt sympa, je vois ça surtout bien, on va dire, comment dire,
Surtout bien en fait contre des trucs comme le Land Sprite Brawler ou le Spirit Color, pareil, de Clan du Lion. Des cartes comme ça qui peuvent être vraiment embêtantes et qui se voient réduites à néant grâce à ça. Après, ça coûte quand même 2, c'est un personnage qui va pas rester derrière. Ça apporte un petit plus 2 de force sympathique dans le défi, mais ça coûte peut-être un peu cher. Il a un solde d'influx, donc on va pouvoir le splash un peu partout. C'est une bonne solution contre les deux cartes susnommées qui sont quand même des problèmes dans le peu de cartes qu'on a actuellement, parce qu'ils ont des capacités très puissantes et on a très peu de moyens de les esquiver. Donc à voir. Watch Commander, donc un attachement qui donne +1/+1 pour 1, avec le trait follower. On attache un personnage qu'on contrôle nous, il y en a un seul par personnage maximum, et à chaque fois qu'un adversaire joue une carte dans un conflit dans lequel le personnage attaché participe, ce joueur perd 1 d'honneur. Alors ça c'est une carte qui va être franchement abusée, surtout dans les fins de partie, parce que quand vous avez un personnage avec beaucoup de fate dessus, enfin même facilement sans solide, parce que avoir du fate sur un personnage ça va juste permettre d'utiliser la capa pendant plus longtemps, mais juste de jouer ça sur le combat final où l'adversaire va devoir péter votre province, enfin votre stronghold quoi. Euh, Franchement, si vous avez bien joué le crabe, qui a quand même pas mal d'effets pour faire perdre de l'honneur à l'adversaire, si vous avez réussi à baisser son ordre petit à petit, bah à la fin de la partie, il va commencer à flipper un peu de quel qu'il va utiliser, parce que imaginons le mec va utiliser un assassinate, il va commencer à payer 4 d'honneur pour faire ses effets et tout. Franchement, ça commence à faire mal aux fesses. Surtout, vu le nombre d'événements à 0 qu'on peut balancer dans une phase de conflit, on peut facilement perdre 3-4 d'honneur d'un coup si on n'y prend pas garde. Et ça fait une sacrée différence, mine de rien, dans la partie. Donc une carte très forte, je trouve. Euh, D'autant plus qu'évidemment la réaction est limitée, hein, donc on peut la faire autant de fois qu'on veut par phase, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Ça donne un petit bonus, franchement, une très bonne carte. Peut-être même la meilleure qu'on ait vue des spoils, on verra voir, mais... Way of the Crab, on sacrifie pour 1, on sacrifie un personnage unique, donc Crab, et on choisit un adversaire, cet adversaire doit choisir un personnage et le sacrifier aussi. Donc une carte qui va permettre de sacrifier des pins pour essayer de choper les gros tons adverses. Je sais pas trop ce que ça va donner. En fait, la grosse peur qu'on a pour le moment, car on n'a pas eu ce point de règle précis, c'est est-ce qu'on peut utiliser les cartes conflits durant la phase dynastie, durant la phase de recrutement un peu. Auquel cas, même si jamais c'est pas au premier tour, je veux dire, au premier tour, tu recrutes un gros ton, l'adversaire recrute un pins et il joue les The Crab derrière, bon, tu l'as dans les fesses, mais t'avais qu'à mieux choisir, un peu entre guillemets. Mais moi, ce que je vois surtout comme problème, c'est les situations où, à la fin d'un, comment dire, genre au deuxième, troisième, quatrième tour, enfin après le début de la partie, tu as un personnage qui a gardé du fait sur lui parce que c'est un bon personnage. En face, l'adversaire, lui, il a gardé pareil, un personnage bien ou pas bien, on s'en moque. Mais il peut quand même jouer cet événement-là en première action, c'est les premiers joueurs, pour directement te saquer ton personnage. Euh, Ça peut poser problème, je pense, à long terme dans le jeu. Je demande à voir, surtout le point de règle en question, justement, est-ce qu'on peut le jouer en dynastie ou pas. En dehors de ça, sinon, au vu des cartes à sacrifier en crabe, il y en a quand même pas mal, hein. Il y a des personnages à 0, il y a des personnages à 1 qui font des petits effets, enfin, il y a des bons personnages sacrifiés, qui te donnent des bonus en fait quand tu sacrifies. Donc je pense que ça peut être sympa à utiliser. On va devoir y faire attention en tous les cas, à pas jouer nos gros tons, ou tout du moins à pas les laisser seuls sur la table quand on joue contre un crabe. Ensuite, nous avons Ida Tomonatsu, donc la fille du champion de clan, qui était bien sympa d'ailleurs dans la nouvelle, c'était clairement mon enfant préféré de ce champion. Donc pour toi, nous avons une 3-2, des stats pas ouf, hein, 2 de gloire, donc un personnage crabe qui a de la gloire, c'est quand même assez rare pour le souligner, on n'a pas eu beaucoup pour l'instant. Après que ce personnage gagne un conflit en tant que défenseur, on le sacrifie, et en faisant ça, on peut choisir un personnage non unique attaquant d'en face, et le retourner, enfin le remettre au-dessus du deck de son propriétaire. Donc moi déjà je vois ça, je pense que c'est une carte pas faite contre dragon, avec tous ces personnages non uniques qui vont prendre un max d'attachement afin de pouvoir avoir des effets de fou. En dehors de ça, sacrifier cette carte, alors qu'elle a des stats pas ouf, mais des stats correctes on va dire, tout ça pour même pas tuer, on le remet au-dessus du deck, hein, un personnage non unique d'en face, c'est pas un effet si folichon que ça, je trouve, c'est un peu dommage. Après, si jamais ça aurait été unique, ça aurait été super craqué, parce que bah, du coup, les uniques sera jamais passé. Ça peut être sympa contre des balles. Encore une fois, je repense aux mêmes cartes parce qu'ils m'ont un peu traumatisé pour l'instant dans la playtest. Le Lion Press Brawler, un peu contre le Spirit Color. Des cartes comme ça qui sont vraiment embêtantes et qu'on n'a pas trop moyen de gérer. Mais voilà, je suis pas emballé pour l'instant, à voir. Ouais, décidément, il y a des petits bugs. Le Steadfast Witch Hunter, une carte qui a l'air vraiment balèze. Donc pour quand on a une 4-2, des stats un peu en dessous, de toute façon, j'ai l'impression que les persos à 4 ont rarement des bonnes stats. Ils ont des bonnes capas, mais j'ai pas vu beaucoup de persos à 4 qui ont des bonnes stats.
0 de gloire, donc un classique pour le câble, je sais pas ce qu'on veut dire maintenant. En action, on peut sacrifier un personnage allié pour choisir un autre personnage et le redresser. C'est ultra fort. Il suffit que vous ayez un personnage incliné qui n'a pas de fête sur lui, ça permet de redresser un autre personnage dans votre phase. Et franchement, le redressement sans condition comme ça, c'est tellement fort pour faire plusieurs défis avec des personnages bien balèzes, ou mieux défendre avec vos personnages bien balèzes aussi d'ailleurs, que ben, je trouve que c'est une capa très forte, d'autant plus que ça incline pas ce personnage, hein, il garde ses 4 de militaires à vous balancer dans la tronche. Donc franchement, un effet très fort, qui demande quelque chose qui dans d'autres jeux aurait pu être très complexe, mais là, vu qu'il y a de toute façon des persos qui se barrent à chaque tour, des cibles de sacrifice, il y en a tout le temps. Et donc les sacrifices dans le jeu, bah, c'est pas si gênant. Donc vraiment, je pense que ça va être une bonne terreur à surveiller à table, ça. Ouais, décidément, les images sont doubles. Le Vengeful Berserker. Pour 3, on a une 3, pas de politique, avec le trait Bushi, intéressant. Après qu'un autre personnage que vous contrôlez quitte le jeu, on peut doubler le... comment dire, son skill militaire, donc sa force militaire, de base jusqu'à la fin du conflit. Alors franchement, je la trouve pas ouf, parce que pour 3, déjà on a une 3 barre, on va dire, je veux dire, si on compare à Lance Sprite Brawler, c'est une 3-2, enfin voilà, il n'y a pas de comparaison, même il y a des 3-3 pour 3, le Doji Challenger par exemple en grue, voilà, 0 de gloire, bon c'est ni positif ni mauvais, mais là franchement, il faut qu'un personnage dégage pour qu'il devienne utile. Euh, c'est pas ouf, parce que ok, il y a du sacrifice en trame, mais si ça veut dire que si tu sacrifies pas, c'est juste une carte de merde. Et si tu sacrifies, elle est juste potable. Ça, ok, elle a 600 militaires. Franchement, entre une capa comme ça, enfin je veux dire, entre un truc qui va donner plus 3 en militaire et un Lone Spread Brawler qui peut dégager des personnages qui ont 5 de force, ou le Doji Challenger qui va grab des personnages dans des défis à la con, franchement il n'y a pas photo, je trouve cette carte pas super pour un 3 de force. Pour un 3 de coup, pardon. Shiro Nishiyama, donc le Stronghold des crabes, enfin. Donc déjà un Stronghold à plus 3, c'est le seul, si je dis pas n'importe quoi, pour l'instant qui nous a été spoilé. Durant un conflit, on peut l'incliner pour que tous les personnages défenseurs que vous contrôlez gagnent plus 1 en militaire et plus 1 en politique jusqu'à la fin du conflit. Donc c'est un Stronghold assez fort, parce que ça donne des bonus à tous vos personnages qui participent, que dans les défis défensifs, ok, mais ça donne des bonus en militaire ou en politique, ce qui vous laisse assez versatile, entre guillemets. Donc vous commencez avec 10 d'honneur, ce qui est pas beaucoup si on compare au lion et à la grue, hein, c'est toujours un point de moins. Je pense de toute façon ça va se jouer entre 12, 11 et 10 les différents strongholds, on va dire, pour le début, pour les points d'honneur. Plus 7 de fade par tour, 10 d'influx normal, donc voilà. Un stronghold pas mal, moi je trouve, parce que si on compare à celui du lion, qui est le plus proche, on va dire, vous avez un point de stronghold en plus, et il est versatile pour le militaire ou pour le politique. Alors que le lion, certes, peut être un champ d'attaque ou en défense, mais il reste que militaire. Le crabe étant une nation défensive, évidemment, le stronghold marche bien avec ça. Et du coup, moi je le trouve plutôt sympa, je le trouve même plutôt meilleur que le lion, car on a comment dire, le choix d'utiliser dans 2 types de défis différents plutôt qu'un seul. Et il a un point de stronghold en plus. Donc voilà. Defend the Wall, une province, donc la province crabe, hein, une des provinces crabes. Donc, après que vous ayez gagné un défi à cette province, d'accord. Ah oui, bah oui, non, j'étais en train de bugger, excusez-moi, parce que bah, c'est un truc défensif en fait. Donc en gros, si jamais vous gagnez le conflit en défendant cette province, voilà, c'est le mot défense que je cherchais, vous résolvez l'effet de l'anneau en cours. C'est franchement sympa, parce que bah, en crabe, il suffit que l'adversaire envoie un petit scout pour essayer de voir ce qu'il y a là-dedans, ou même qu'il fasse une attaque et qu'il sous-estime vos forces défensives, bah, ça vous permet de faire un ring effect. Franchement, c'est plutôt sympa, parce que si l'adversaire comptait faire un eau pour redresser un personnage à lui ou incliner un à vôtre, vous faites l'inverse. S'il prend un feu pour faire un déshonneur, vous faites l'honneur, enfin bref, vous inversez les effets quoi. Et du coup, ça fait plutôt sympa. On va dire 4 de force, c'est correct. Non, une bonne petite province, je pense qu'on va souvent voir dans les decks crabes, dû à leur facilité à défendre leur province. Franchement sympa. Et voilà, The Great Bear, le grand ours, je pense que ça va être en français, le gros ours, je pense moi. Ida Kizada, 5 de coups comme tous les champions, hein. 7 de patates en militaire. Il est plus fort militairement que notre cher ami Toturi en Lion. 2 de force en politique, donc par contre il est moins fort. Donc un personnage au total qui a 9 de force, ce qui est dans la moyenne on va dire, et pour l'instant il y a juste le champion dragon qui a 10 en stats cumulés. 0 de gloire, ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que on pourrait pas baisser sa force. Ida Kizada, il a 7 de force, point.
il va vous mettre des grosses tatanes. Alors que Toturi, il a 6, mais on peut le baisser à 3 si on le déshonore, et les déshonneurs ça vient assez vite dans le jeu, avec Forshame, avec l'anneau du feu, etc. Yakizana s'en bat les couilles de tout ça, c'est ça qui est génial. Il a toujours cette de force, toujours cette de politique, et ça j'apprécie beaucoup. De plus, sa capa est assez forte parce que tant qu'on n'a pas perdu un conflit cette phase, donc ça veut dire déjà que la première attaque de l'adversaire va se prendre cet effet-là dans la tronche, mais ça marche aussi pour tous les prochains conflits. Les vôtres en attaque, tout comme ceux de l'adversaire en attaque, tant que il n'a pas réussi à passer un défi contre vous, et donc tant que vous n'avez pas perdu un défi, vous pouvez cancel le premier effet qu'il déclenche. Alors il y a des gens qui disaient ouais mais c'est nul parce que tu peux faire un petit effet à la con pour ensuite faire tes gros effets. Alors oui et non, parce que déjà il y a des moments où tu as le timing qui est important, si tu as la première action pour faire des trucs avant que l'adversaire puisse le faire, ça ruine complètement ton timing, même si jamais t'es premier joueur, ou défenseur plutôt, donc là c'est fort. Et en dehors de ça, franchement des actions en conflit qui sont des petites actions pas importantes, bah il n'y en a pas tant que ça. Et le pire, c'est que, vu que c'est un cancel, le coup, vous l'avez quand même payé. Si ça dit incliner quelque chose pour faire quelque chose et que c'est annulé, bah, le personnage est quand même incliné, et ainsi de suite. Dans la partie crabe contre dragon, on verra qu'il y a 2-3 petits effets quand même qui permettent d'éviter ça. Mais franchement, ils sont pas si légions que ça, et je trouve que c'est une capa assez forte. Donc un bon gros champion qui va à mon avis bien rester sur la table, d'autant plus qu'en crabe, il y avait encore une carte supplémentaire, Reprieve, je vois, qui permet de rester sur la table, justement, de garder un tour de plus. Donc un champion bien costaud, bien comme on les aime, ça fait du bien de voir enfin avec le dragon et celui-là, d'autres champions qui ont juste oh là là, si je gagne un défi en militaire, en politique, je fais les rings 2 fois, là voilà, on a des effets un peu intéressants, je trouve. Et donc voilà, pour les spoil crabes, on a fait un peu le tour. Alors, il y a d'autres cartes qui ont été spoilées, mais d'autres manières, donc pour l'instant, je vais me contenter à ça, hein, pour l'instant. Donc voilà, je sais que par la suite, avec le Rokugan, on va sûrement faire comment dire, des reviews sur les cartes, mais en format écrit. Donc, n'hésitez pas à dire si jamais le format vidéo vous a plu. Je pense que pour les prochaines vidéos, de toute façon, je vais essayer d'avoir des interlocuteurs avec moi pour avoir un avis un peu différent, et pouvoir débattre un peu des cartes. Mais donc voilà, on a fini un peu les spoils des crabes, donc maintenant, passons à la partie de match contre... Enfin, pardon, du match des dragons contre du crabe. Et nous voilà de retour pour la partie dragon contre crabe. Voyons voir ce qui va se passer, donc je vais lancer tout de suite la vidéo donc, du live Facebook L5R, tout ça, tout ça. Et donc voilà, on retrouve Eric Dalman, Elena Christensen et Brad Andress. Donc je vais tout de suite baisser le son de la vidéo, parce que je voulais le garder pour savoir un peu de quoi il parlait au cas où. Mais là, c'était vraiment trop fort. Et je vous le mets pas à vous parce que bah, cette vidéo elle est un peu faite en fait pour justement les personnes qui ont des problèmes en anglais, etc. Donc vous pouvez la regarder en anglais directement. Mais là, le but c'est plus d'apporter un soutien en français par rapport à tout ce qui se passe. Et donc je préfère pas avoir deux voix qui se cumulent et qui foutent le bazar. Donc on va avoir une petite partie des Capons du Dragon. Là, on voit un peu le matos. Putain, les tapis de jeu sont magnifiques, sérieux. Ils ont l'air vraiment trop beaux. Pareil, tout le matos qu'ils ont fait, franchement, il est bien sympa. Mention spéciale, bah, déjà au ring, parce qu'ils sont vraiment cool, je trouve. Le côté bleu-rouge, j'ai bien pensé. Ça permet d'avoir en une action euh, le défi, enfin le genre de défi avec le ring en question, et si tu mets devant une province, tu sais où t'attaques. Et ça, franchement, quand tu streams un peu, c'est super agréable à avoir. Et en dehors de ça, ouais, donc clairement, les petits bids là pour faire tourner les trucs, c'est vraiment super sympa. Donc là, on a les deux joueurs qui nous expliquent un peu leur deck. Donc le personnage dragon qui nous dit ouais là là, moi je vais avoir un deck avec plein d'attachements, je vais essayer de prendre un peu l'avantage par rapport à ça. Et le joueur crabe qui dit plutôt un deck défensif. Et alors putain, mais ces tapis de jeu sont trop beaux, regardez-moi ça. Et en plus, ces deux champions, ils sont trop cool, je les adore déjà. Donc, on a le joueur crabe avec son petit stronghold, dont j'ai plus le nom, parce que je l'ai dit il y a 2 minutes, mais je m'en souviens déjà plus. Mais donc un stronghold qui permet, qui s'incline pour donner un bonus de force de 1 en militaire et en politique à ses personnages en défense. Alors qu'en face, nous avons le stronghold dragon, qui a seulement 2 de force, comparé au crabe qui en a 3. Le stronghold dragon, lui, qui va donner un bonus de plus 1 aux 2 stats d'un personnage, ou un bonus de plus 2 aux 2 stats du personnage, si jamais il a des attachements sur lui. 1 ou 2, j'ai un gros doute, il faudra que je lise ça. Vous, de toute façon, je vais me démerder en post-prod, pour vous ayez les cartes qui s'affichent sur le côté de l'écran, vous inquiétez pas, on est tranquille vis-à-vis de ça. Donc là, on voit au milieu de la table le petit jeton premier joueur, qui est plus tranquille, je sais même pas ce qui est écrit dessus d'ailleurs. Si jamais quelqu'un parle japonais, j'aimerais bien savoir, je suis assez curieux quand même. Donc là voilà, ils expliquent un peu au début de la partie qu'est-ce qu'on met en place. Donc on a le deck conflit, avec les cartes, avec le dos de cartes plus foncé, le deck dynastie, avec les cartes plus claires, le stronghold, les points d'honneur, tout ça. Il lance le dé pour savoir qui va être premier joueur. Et le premier joueur va être le joueur à droite, le joueur dragon,
et donc le second joueur prend un point de fate. Petite note, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas, le second joueur prend un point de fate au début de la partie, et ça change beaucoup de choses en effet. Donc le pourquoi, en général, ce genre de trucs-là sont faits pour, dans le cas où les jeux, il y a un win rate trop fort pour le premier joueur, c'est-à-dire que statistiquement, le premier joueur gagne plus souvent que le deuxième, mais là c'est vrai que c'est aussi compréhensible parce que le premier joueur, vu qu'il va pouvoir jouer, faire son action, à actions égales, il va récupérer le point de fate de la fin du tour, le premier qui passe, hein. Donc voilà, c'est assez important je pense d'avoir ce petit point. Donc au début de la partie, on choisit, enfin on pose 4 cartes dynastie sur chacune de ces provinces. On a droit à un mulligan. Alors dans le jeu, le mulligan, c'est un peu comme dans Hearthstone, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire vous regardez vos cartes, vous enlevez celles que vous voulez pas, et vous en remettez autant, ou repiochez autant. Donc le mulligan marche pareil que ce soit en dynastie, ou pour les cartes conflits. En début de partie. Donc voilà, évidemment on mélange le deck. Donc petite chose à savoir, voilà, vous voyez les petits jetons rouges sont les points d'honneur, hein, des personnages. J'ai du mal avec les points d'honneur, parce que quand t'as un truc qui va de 0 à 25, avoir des jetons à table, franchement c'est assez bordélique. Je pense qu'un dial qui tourne ou un dé aurait été mieux foutu. Mais bon, c'est leur choix. Mais quand je compare à Game of Thrones, déjà 15 pouvoirs, enfin quand on a 14-13, déjà ça commence à être le bordel. Là on va monter à 24, voilà, franchement, compter les points, ça va être super relou. Par contre, ce qui est bien du coup, c'est qu'ils ont fait une forme hexagonale, si je vois bien. Ça c'est plutôt cool par contre, parce que du coup, en effet, on peut les stacker ligne par ligne, et c'est sympa, c'est joli. Les points de fate sont magnifiques aussi. Donc voilà, là on explique le mécanique conflit, hein, qui est pareil. Alors, je vous avoue que, par contre, au niveau des cartes que je vais mettre sur l'écran, je vais mettre que les cartes qui ont été jouées, parce que si je dois deviner toutes les cartes qui sont en province et dans les mains, vu leur système de filmage, on va dire, c'est vraiment pas évident des fois. Donc voilà, c'est un petit choix personnel, parce que j'ai déjà passé pas mal de temps sur la vidéo. Là, je suis parti pour commenter une partie de pas loin de 50 minutes, enfin une partie, 2 rounds de 50 minutes, donc voilà. Preuve en est que je bois de l'eau. Donc voilà, là ils racontent que leurs decks font une quarantaine de cartes, le joueur crabe il fait 40-40, le joueur dragon je me souviens plus. Voilà, le joueur crabe vient de le dire. Donc voilà, avec Kristen, si je dis pas n'importe quoi comme prénom, qui pose pas mal de questions, qui des fois pose des questions du chat aussi. Principalement les questions du chat qu'elle va répondre, ça va être sur les nouvelles cartes qu'on connaît pas en fait, qu'on peut encore être spoilées. Donc j'hésiterai pas à vous en parler. Donc, au tout début du jeu, voilà, début de la phase de dynastie, on révèle les personnages sur les provinces. Donc à droite pour le dragon, on voit des, j'ai écrit mes notes, des Nintendo adeptes, hein, des petits personnages à 1. En face, bon voilà, il y a Ida Kizada, le champion crabe, qui a envoyé le pâté, on va dire, avec un Ida Guardian. Heureusement j'ai pris des notes, franchement je galère trop sur les noms des cartes, c'est horrible. Alors qu'en face on a aussi un Nintendo Adept, le Nintendo Adept, pardon, et les Togashi Initiate, des petits moines. Donc voilà, début de la phase de dynastie, après avoir révélé ce personnage, on récupère 7 points de Fate. Donc les joueurs regardent leurs mains, hein. Mais mine de rien, sur un point de règle important, est-ce qu'on peut jouer des cartes conflits en dynastie? Une chose que j'ai remarqué, c'est que les joueurs mettaient toujours leurs mains à plat sur la table pendant la phase dynastie, donc j'ai quand même tendance à penser qu'on peut pas. Ça demandera confirmation, bien évidemment, mais j'ai quand même tendance à penser qu'on peut pas jouer de cartes conflits durant la phase de dynastie. Donc nous avons un Togashi Initiate qui est joué à table. Le Togashi Initiate, hein, une petite 1-1 pour 1, mais qui a 2 de gloire, et qui surtout a une action qui permet de poser un point de fate sur un anneau qui n'a pas encore été réclamé, pour l'honorer. Ce qui transforme en 3-3, ce qui est vachement sympa, parce que d'ailleurs, bah, le point de fate, on pourra le récupérer en faisant une attaque, etc. Donc, non, franchement, une carte bien sympa. Pendant qu'en face, on joue le Ida Guardian. Vous allez pouvoir regarder mes notes à chaque fois qu'il y a une carte qui est jouée. Donc, l'Ida Guardian, pareil pour 1, une 1-1, si je dis pas n'importe quoi, qui a la capacité de booster ses alliés en défense. Je sais plus combien il donne en boost, de toute façon vous avez la carte sur le côté, donc vous avez de la chance, hein, vous pouvez la lire, alors que moi je dois me débrouiller avec une caméra qui n'a pas été faite correctement pour voir, enfin pour voir les cartes malgré les reflets de lumière. Tant pis, on fera avec. C'est déjà super sympa de la part de FFG de faire ce genre de vidéo, franchement. Au niveau de la com sur ce jeu, ils envoient du steak, hein. Comparé au, je me souviens des débuts de Conquest, j'ai suivi depuis toute première news jusqu'à la sortie du jeu, etc. C'était vraiment compte-goutte. Là, ils font plein de trucs, ils font des nouvelles, ils font des lives et tout, ils mettent le paquet. Alors, on a donc le Nintendo Adept qui est joué avec 2 fates dessus. Donc, le Nintendo Adept qui, lui, donc pour 2, c'est une 2-1 si je dis pas n'importe quoi, et il a la capacité d'incliner des personnages, participant au même conflit que lui, du moment que lui, il a des attachements et que l'adversaire n'en a pas.
Ce qui est encore une fois super fort parce qu'en dragon, t'as 1 milliard d'attachements, et en face, bah pas forcément, ou pas au moment où t'as envie d'en avoir. Genre pour incliner Ida Kizada, pardon, franchement, c'est assez sympa. C'est une bonne carte, une Ida Update, je trouve. C'est, je pense, un des porteurs d'attachement principaux de chez les dragons. Pour 5, et ben voilà, on l'attendait, on le voit, Ida Kizada, et on fait un 6ème point de fate pour mettre un petit fate dessus. Donc Ida Kizada, je rappelle, hein, 7-2 pour 5, 0 de gloire, on s'en fout, on a toujours 7 de patate en militaire, c'est horrible. En plus, on annule le premier effet de l'adversaire à chacun des conflits tant qu'on n'a pas perdu un conflit de notre côté. C'est franchement correct. Franchement bien correct. Donc voilà, là il est en train d'expliquer que bah, son item update, il a peut-être une chance de pouvoir bloquer Ida Kizada hein, en l'inclinant, si jamais il arrive à avoir un attachement sur son personnage, et si jamais il n'y a pas d'attachement sur Kizada. Mais c'est compliqué au niveau du timing et tout, surtout que bah, le problème c'est que bah, le premier effet va être annulé. Donc si jamais il fait une item update dès le début du défi, ça va être annulé par Ida Kizada, et là il l'a bien dans l'os. Donc là, on a quand même une bonne grosse force de frappe en militaire en face. Je pense qu'il y a bien une province dragon qui va péter ce tour-ci. Donc voilà aussi le joueur dragon qui explique que là, il pourrait par exemple essayer de jouer un perso en plus et de gagner. Mais là, il voit qu'en face, l'adversaire a un seul fight et qu'il n'a pas de perso à un fight. Il n'y a que des persos à 2 minimum. Donc un autre indice qui pourrait laisser penser qu'on peut pas jouer de carte dynastie, de carte conflit en dynastie. Et donc, le joueur dragon qui va décider de passer, malgré le fait qu'il reste encore 2 de fate, mais juste pour récupérer le fate et pas que le joueur crabe ait un trop gros avantage économique au début de partie. Donc ouais, là, franchement, le joueur crabe est pas mal, il a une bonne force de frappe sur la table en militaire, alors qu'en face, franchement, il a pas tant de force que ça pour le joueur dragon. Après, il va avoir plein de cartes en main, il a 3 de fate, donc il va pouvoir jouer pas mal de surprises. Mais là, pour en parler, franchement, ça pue un peu pour le dragon quand même. Donc ouais, les petits bids là de Fate, donc on va de 1 à 5 en gros, pour expliquer pour les débutants, une fois qu'on a fini la phase dynastie, chaque joueur va décider combien de cartes il va piocher ce tour-ci. Il va mettre de 1 à 5 sur son petit dial, comme ça, on va révéler les gains en même temps, et le joueur qui a le moins, pardon, le joueur qui a le plus pioché, va donner la différence de pioche en honneur à l'adversaire. Prenons l'exemple ici, le joueur crabe a mis 3, non, si, le joueur crabe a mis 3, le joueur dragon a mis 2, donc le joueur crabe va donner 1 honneur à son adversaire. Donc si vous voulez piocher beaucoup plus que vos adversaires, vous allez être vachement moins honorable, et ça peut être compliqué en fin de partie si jamais vous commencez à manquer d'honneur, car rappelons-le, on meurt si jamais on a 0 d'honneur, mais on perd aussi si jamais l'adversaire passe à 25 d'honneur. Donc c'est une condition de victoire en soi, qui va plus être là pour limiter la pioche de l'adversaire, on va dire, limiter ses actions, plutôt que pour vraiment être un but dans la partie, un objectif à atteindre. Je pense que les parties vont quand même beaucoup jouer sur le fait de péter des provinces, et que ça va juste limiter l'adversaire qui du coup va pas pouvoir piocher et va pas avoir de trucs à jouer, et vous allez pouvoir péter les provinces quand même. Donc on pioche les cartes conflits, et maintenant nous avons le joueur dragon qui va avoir le premier conflit. Donc pour un conflit, on va décider d'un type de défi, militaire ou politique, avec ensuite on va choisir un anneau, chaque anneau a un effet différent. Donc pour récapituler vite fait, le feu permet d'honorer ou de déshonorer un personnage, l'air permet de gagner 2 points d'honneur ou de piquer un point d'honneur à l'adversaire, la terre permet de piocher une carte et de défausser une carte à l'adversaire, l'eau permet de redresser un personnage ou d'incliner un personnage qui n'a pas de fate sur lui, et enfin le défi du void permet d'enlever des points de fate au personnage à table. Donc là on vient de jouer le kimono grue, je sais plus comment il s'appelle, mais donc c'est un kimono qui a un attachement qui coûte 2, qui donne plus 4 en politique, mais qui ne peut pas être joué durant les conflits, on doit le jouer avant. C'est ce qu'explique le joueur, c'est que là il le fait maintenant, pour que le Niten Adept ait sa capacité, parce que si jamais il le fait pas maintenant, il pourra plus le faire après. Donc là, le Niten Adept qui devient tout d'un coup une menace politique pour le joueur crabe, parce que lui il a que 3 de force à table, on va dire, sans compter son gold. Et en plus, Kizada, t'as pas trop envie de l'utiliser pour justement faire des défis politiques, t'as plus envie de bourrer en militaire ou de défendre en militaire. Donc là, le Nintendo Adept qui tout d'un coup devient menaçant, avec un petit 5 de force en politique. Donc le joueur dragon qui va sûrement faire un défi politique, voilà, il est en train de tourner les jetons en politique pour montrer qu'il en fait un. Il prend l'anneau du Void, qui va balancer sur une province, il est en train de regarder quelle carte est plus intéressante à craquer, car si on pète une province, la carte qui est dessus part en défausse. Donc, l'unité d'aide part en attaque. Premièrement, on révèle la province. Et donc la province, c'est Defend the Wall. C'est une province qui, donc la province crabe, on va dire,
qui permet, si on gagne en défense, de pouvoir déclencher l'anneau, malgré le fait que normalement on peut pas en fait, tout simplement. Ça permet de pouvoir déclencher les anneaux en défense. Donc un effet plutôt fort, là franchement, si jamais il arrive à l'utiliser, ça pourrait être sympa d'enlever un petit fait au Niten Adept, parce qu'il pourrait vite devenir embêtant s'il reste longtemps sur la table. Mais bon, en même temps, là, le joueur dragon, lui, clairement, il veut l'anneau du vide pour enlever un fait à Kizada, pour qu'il parte à la fin du tour de la table. Donc nous avons 4 de force sur cette province. Pour l'instant, le défi, il y a 5 de force du côté du dragon, donc pour l'instant, il le gagne. Voyons voir qui va défendre. Si jamais Ida Kizada défend, ça veut dire que le joueur dragon continue de gagner ce défi. Mais par contre, bah, il pourra quand même... enfin, comment dire, il pourra pas péter la province. Mais il gagnera l'effet de l'anneau. Donc voyons voir ce qu'il va faire. J'ai l'impression qu'il va défendre. Avec Kizada, ce qui me paraît être un bon plan. Après, attention à ne pas se faire incliner par le Niten Master, hein, Niten Adept, pardon. Donc là, on est en train d'expliquer que lorsqu'on fait un défi, le premier qui peut agir, c'est pas le premier joueur, c'est le défenseur, toujours. Donc là, le joueur crabe est en train de réfléchir à ce qu'il va faire. Mais il a donc passé, voilà, il a passé son tour. Donc pour l'instant, le joueur dragon pète pas la province, mais gagne le défi. Donc, là, le joueur dragon est en train d'expliquer que si jamais il passe, bah voilà, il prend l'anneau du vide, il enlève le petit point de fate à Kizada. Par contre, le problème qu'il va avoir derrière, bah, c'est qu'il n'aura pas pété la province. Et en même temps, si jamais il refait une action, ça laisse l'opportunité au joueur crabe de pouvoir faire une action à son tour. Et donc de pouvoir finalement peut-être avoir un résultat encore pire. Donc voilà Hélène qui rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des questions, vous aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Ça fait un peu doublon, mais comme ça meuble un peu pendant qu'il réfléchit. Donc le dragon qui existe, hein. Apparemment il doit avoir des choses à faire pour passer le politique malgré ça, pour obtenir le petit point de force supplémentaire, parce que de toute façon on est de 5 à 1. Donc il pose un Daimyo's Favor, donc c'est un attachement pour 0, qui permet de réduire les autres attachements. Alors là c'est intéressant parce que du coup il pourrait par exemple déclencher cet effet là, pour se faire annuler par Kizada, pour ensuite pouvoir incliner Kizada via son personnage. Ah, et on a donc un route qui part de la main du joueur crabe. Alors route qui est une carte intéressante, hein, parce que pour 1, c'est un événement qui dit je choisis un de tes personnages qui rentre à la maison, et en gros le personnage qu'on choisit doit avoir une force inférieure à la force militaire d'un bouchier à table. Donc là, Ida Kizada qui a 7 de patates en militaire, qui est énorme, hein, qui est un très bon personnage pour jouer cette carte justement, a bien plus de force que Niten Adept, et du coup, il peut le renvoyer à la maison. Donc quand on voit la maison, on n'incline pas. Chose à retenir. Donc bah du coup, Kizada, là, il est tout seul dans le défi, à 2 de force, et il n'y a plus personne en face. Donc là, soit le joueur dragon arrive à jumper un personnage dans le défi, et à s'en sortir, essayer de gagner, soit il laisse passer, et là c'est un peu horrible, parce que ça veut dire que le joueur crabe gagne le défi. Ouais bah c'est ça. Du coup le joueur crabe gagne le défi en vol, oh là là là, c'est horrible. Du coup non seulement bah lui il esquive le défi, il garde sa province, mais en plus de ça, grâce à l'effet de l'anneau du vide, qui peut déclencher via sa province, il va pouvoir enlever un point de fate au Niten Adept, du coup j'imagine. Voilà, il vient d'enlever. Du coup c'est pas mal. Après, attention, renvoyer à la maison, c'est pas comme Route dans Conquest, hein. Il y a une grosse différence, c'est que là du coup il est incliné, donc le Niten Adept pourra revenir dans un autre défi, alors que Ida Kizada, lui, est bel et bien incliné pour ce défi. Pour le reste de la phase, a priori. Mais attention quand même, parce qu'il y a un petit Anodo qui traîne qui pourrait redresser Kizada, qui sait. Je sais pas pourquoi... Ah bah si, je sais pourquoi du coup. C'est de réfléchir pourquoi en fait le joueur dragon n'a pas déclenché son Stronghold pour juste obtenir 2 points de force supplémentaires et pouvoir avoir le dessus sur Kizada. Mais du coup j'imagine c'est parce que bah, le Stronghold dragon aurait été annulé, mais il aurait pu faire son personnage, enfin, en gros là il a joué un attachement peut-être un peu vite, il a peut-être pas vu venir donc la route qu'elle a envoyée à la maison. D'un autre côté, pas plus mal pour lui, hein. Comme ça maintenant il pourra faire d'autres défis, mais il perd quand même l'opportunité d'enlever un point de fate à Kizada, et ça je pense qu'il va le regretter au prochain tour. Parce que c'est quand même une sacrée gêne.
D'autant plus que là, l'effet de Kizada il marche toujours, c'est-à-dire que là, le premier effet de conflit dans ce conflit-là, il va encore être annulé. Parce qu'il a toujours pas gagné des fils, le joueur dragon, donc la capacité est toujours déclenchable. Voyons voir. Et ben voilà, c'est ça. Le joueur crabe qui part en défi d'eau. Avec son petit pins, pardon. Ah, il espère peut-être incliner du coup le Nitten Adept pour pouvoir derrière passer tranquillement, ou tout du moins pour pas subir de grosses attaques derrière. Ah, merci, merci Hélène. Non, si c'est Hélène, non je sais plus, Kristen, je sais plus, je suis désolé. Qui enlève donc la carte, bon il y a encore un peu trop de lumière donc on la voit mal, mais... Donc on a pour 1 une 1-1 qui attaque la province. Et cette province c'est les Manucured Garden ou un truc comme ça. Manucured Garden. Manucured Garden, avec l'accent anglais. Une province vachement sympa du coup qu'on connaissait pas. 4 de défense et qui permet, en fait elle a une action qui dit tu prends un fate. Donc c'est une province qui te donne un fate quand tu te fais attaquer, franchement c'est plutôt sympa comme action à faire à chaque fois. Donc là, le joueur crabe a joué un Hornet Fan. Ah non, pardon, non, non. Bon, spoiler alerte. C'est pour ça que j'aime pas regarder les matchs en avance. Mais bon, là je voulais le faire parce que il y avait beaucoup de cartes sorties récemment dont je connaissais peu les noms ou les effets. Et j'ai dû un peu potasser tout ça quand même pour pouvoir vous sortir les choses en temps et en heure. Et vous voyez, même des fois c'est passé. Et donc voilà, spoiler alert, attention. Il y a l'Hornet Fan de la main du joueur dragon aussi d'ailleurs. Donc là, on est en train de décider qui va être envoyé en défense. Donc c'est intéressant. Il pourrait envoyer, par exemple, le... Bah, si jamais il a un Hornet Fan dans la main, ah, il pourrait pas faire les deux. Et en plus, quand il attaque, je crois. Donc ouais, il peut pas faire... Et je pensais qu'il pouvait faire l'effet d'honorer, du coup, le Initiate, le Togashi Initiate, mais il peut pas faire les deux. Il a pas assez de Fate. Et il a quand même dépensé beaucoup de Fate dans son attaque avec une Nintendo Adept qui, du coup, n'a pas marché. C'est assez handicapant. Donc on envoie le Togashi. Le défenseur a la première action. Donc pour l'instant, il y a 1 contre 1. L'attaquant gagne. Il pète pas la province, certes, mais l'attaquant gagne. Mais rappelons, c'est un défi haut. Donc si jamais le joueur crabe gagne, il va très certainement redresser Kizada, qui pourrait faire une énorme attaque en militaire derrière et sûrement péter une province. Vraiment une force de la nature, ce bonhomme. Donc le joueur dragon qui dit, voilà, je fais mon effet de réduire un attachement, mais il est annulé par Kizada, vu que Kizada annule la première action de conflit. Voyons voir, voilà, il est en train d'expliquer ça. J'espère vraiment que les prochaines parties que je vais commenter vont être plus rapides et moins explicatives. Parce que je fais certes un tutoriel pour vous, mais je pense que la moitié d'entre vous qui ont regardé la vidéo, enfin même pas, donc 90% d'entre vous connaissent déjà les règles, vu qu'on est tous à fond sur L5R. Et là, ils mettent vraiment des plombes à jouer. Donc voilà, il explique ce que je viens de dire, mais avec 3 fois plus de temps. Mais bon, c'est bien pour les néophytes. Si vous êtes néophyte, mettez un pouce bleu s'il vous plaît, pour me remercier d'avoir fait du meublage pendant tout ce temps où ils expliquent des trucs que j'explique en 30 secondes. Même si vous n'êtes pas néophyte d'ailleurs, soutenez-moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, les filles toujours égalité. Pour l'instant, la province ne pète pas. Voilà. Maintenant, le joueur dragon va récupérer un fight depuis les jardins. Donc, un joueur du chat qui demande quel est l'élément du Manucured Garden, c'est l'élément R. Je sais plus quelle est la deuxième province qui a l'élément R pour l'instant, mais... Franchement, les Manucured Garden, ils vont être souvent utilisés parce que le fight, c'est tellement rare dans le jeu et tellement important. Un de fight, ça change tout. Bah, ça fait que votre champion, il reste un tour de plus. Ça fait que vous avez des cartes de plus à jouer en phase de conflit. Non, franchement, ça fait vraiment la diff. Donc voilà, ils expliquent une chose importante aussi, c'est que tous les effets de cartes sont une fois par round, sauf si c'est indiqué le contraire. Et boum, l'Hornet Fane du dragon sous son personnage.
Donc maintenant on a un 1 contre 3, le joueur dragon remporte le défi pour l'instant en défense. Et voilà, donc je suis désolé du spoiler alert de tout à l'heure, hein. Mais donc le joueur crabe qui lui aussi va jouer un Hornet Fane. Un petit éventail orné. Donc pour l'instant, il y a 3-3. Le joueur dragon a passé parce qu'il a plus grand chose à faire. Le joueur crabe a fait de même, puisque comme ça il gagne le défi, donc il y a 3 contre 3. Il va pouvoir utiliser un Odo pour redresser Ida Kizada très certainement. Donc faites bien attention, hein, on résout l'effet de l'anneau avant d'incliner les personnages. Donc vous pouvez pas attaquer avec un personnage et espérer grâce à l'anneau d'eau pouvoir le redresser. Voilà, donc pour l'instant le joueur Crab qui fait un super début de partie, hein. Il gagne les 2 anneaux, il y a quand même de grandes chances qu'il récupère la faveur impériale à la fin du tour. Et là il y a Ida Kizada à table, qui a pour mettre une énorme pépite. Pour 1, on met le... J'ai plus... Ok, on met le Tattooed Wanderer. Donc c'est un personnage qui peut devenir attachement, mais quand il est en attachement, il donne covert à un personnage. Covert est un mot clé qui permet, lorsqu'on attaque, de choisir un personnage adverse, et on dit, toi, tu peux pas défendre. Donc là, c'est une Niten Adept attaque, il pourrait très bien dire, bah toi, Kizada, tu peux pas défendre, TG, en gros. Donc là, voilà, il est en train d'expliquer, bah, il va sûrement péter une de mes provinces, mais au moins moi aussi, en militaire, si je passe et tout. Donc là, il réfléchit à quel genre de défi il veut faire au niveau de l'anneau. Il lui reste le feu, qui permet d'honorer, mais bon, il n'y a pas grand chose à faire au niveau de l'honneur pour l'instant. Il y avait l'air pour l'honneur, mais donc il décide de prendre la terre, et il décide de réattaquer la province, qui dit, si jamais le joueur crabe réussit à gagner le défi, il va pouvoir déclencher l'effet de l'anneau de terre. Et donc il dit, Kizada peut pas défendre, comme ça il est tranquille, il est sûr de passer. Donc maintenant, au niveau de la force totale, je sais plus combien il a pour l'instant, je crois qu'il a 2 de force. Ce qui me paraît peu. Mais pour l'instant, il pète pas la province. Donc le défenseur peut faire la première action, il va dire je passe, apparemment. Voilà, ça c'est une règle importante aussi. Quand vous mettez un personnage en tant qu'attachement, les stats du personnage ne viennent pas s'additionner aux stats... Enfin, le stat du personnage attachement, pardon, ne viennent pas s'ajouter au stat du personnage attaché. C'est juste un effet, juste un texte, on va dire, mais pas de bonus de force ou... Enfin, de force militaire ou pouvoir politique. Ah, on a un ancestral... attendez, je retrouve mes notes. Ancestral Daisho. Donc c'est une épée pour 1 qui donne plusieurs militaires, donc il monte à 4, maintenant il pète la province, attention, hein, qui a le, et donc cet attachement a le mot-clé restricted, mais aussi le mot-clé ancestral qui permet, lorsque le personnage attaché quitte le jeu, de récupérer l'attachement. Attention, ça ne marche pas si c'est l'attachement qui quitte le jeu. S'il y a un truc qui pète l'attachement, il revient pas dans la main. Donc c'est assez sympa parce que c'est vrai d'avoir des attachements à jouer comme ça, qui reviennent en main. Bon, ça coûte du fait au fur et à mesure, mais au moins on est sûr et certain d'avoir toujours un attachement à mettre sur ces personnages. Ah, donc la province est pétée. Donc vous voyez, quand la province pète, s'il y a une carte face révélée dessus, on la dégage. Et donc on est à une province à 0 pour le joueur dragon pour l'instant, qui vient de prendre le lead dans la partie. Avec le notaire, il va donc piocher une carte, mais aussi en défausser une à l'adversaire. Donc c'est un Cloudsman apparemment, donc Cloudsman a une carte assez intéressante qui permet de blanchir les personnages, un peu le lait de pavot si vous jouez au trône de fer de ce jeu. Donc on rentre à la maison inclinée, mais il reste Ida Kizada avec 7 de force qui va éclater une province adverse. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il va réattaquer Ancestral Lands au risque de redonner un point de fête à l'adversaire, ou est-ce qu'il va attaquer une autre province? Parce que là, à 7 de force, il va péter la province, hein, c'est sûr et certain. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il va donner un fait à l'adversaire, ou est-ce qu'il va risquer d'avoir un autre effet qui peut être mieux ou pire? Donc là, voilà, ça pose des questions. On a le joueur crabe qui hésite sur quel anneau prendre. Mais bon, prendre l'anneau de feu, il n'y a pas grand chose à faire de son côté pour noyer des personnages. J'ai bel et bien l'impression qu'il est en train de se diriger vers un anneau d'air. Military Air Conflicts, donc c'est bien ça.
Et il rattaque Ancestral... non, il pas Ancestral Land, pardon, il rattaque Manucuat Garden. Manucuat Garden. Et donc l'adversaire va pouvoir reprendre un point de fate. Ah, bah non en fait. Bah non, je suis bête, c'est une fois par tour. C'est comme le reste, les actions de province, c'est une fois par phase. C'est pas un win reveal, c'est pas un truc comme ça. C'est pas une réaction quand il est attaqué. Donc il a déjà pris son point de fate, en plus il a déjà utilisé d'ailleurs, donc... bah, du coup il a raison, hein, clairement, le joueur crabe d'attaquer cette province s'il peut plus faire son effet. Il connaît la force, il connaît l'effet, il sait qu'il peut plus faire l'effet en face. Voilà quoi. Donc la province pète, on dégage la carte caducie encore une fois, il récupère l'anneau. C'est quand même une phase intéressante parce que franchement ils se la mettent, hein, je veux dire, des parties où dès le premier tour, les mecs ils prennent 4 anneaux au total dans les défis, il n'y a pas tant que ça, hein. Après l'anneau d'eau a permis de faire ça justement, parce que ça a permis de redresser justement Ida Kizada. Et donc, chose importante à noter, quand on fait un défi et que l'adversaire ne défend pas, qu'il n'y a aucun personnage dans le défi, l'adversaire perd un point d'honneur. En gros, quand on ne défend pas cette province, on perd un point d'honneur. Ce qui peut vite être problématique si jamais on est low en, comment dire, low en honneur, ça peut cumuler les effets un peu et poser des problèmes. Donc là maintenant, la phase de conflit, on a encore une possibilité de faire les actions, mais apparemment aucun d'entre eux veut la prendre. Donc maintenant, on va regarder qui gagne la faveur impériale. Pour ça, on compte le nombre de points de gloire des personnages redressés et le nombre d'anneaux récoltés. Donc là, pour l'instant, on a un 3 pour le joueur crabe, à 1 seul anneau pour le joueur dragon, vu qu'aucun personnage est redressé. C'est donc le joueur crabe qui va récupérer la faveur impériale. Et qu'est-ce donc cette faveur impériale? C'est un bonus de plus 1 de force pour un défi militaire ou politique. On choisit. Donc il choisit d'avoir un bonus pour le défi politique, j'ai l'impression. Donc si jamais il a un défi dans lequel il a un personnage, il gagne un plus 1. Donc oui, chose importante aussi, hein, la parole faveur ne se déclenche pas, n'est pas utilisable, si jamais on n'a pas de personnage dans le défi. Donc maintenant, on va faire la phase de Fate, donc on va dégager tous les personnages qui n'ont pas de Fate sur eux, et les cartes qui étaient attachées bien évidemment. Puis on va enlever un Fate des personnages qui en ont encore. Voilà. Donc là, voilà, on explique que c'est le dernier round que les personnages vont passer à table. On pleure un peu quand on voit la tour qu'a créé le jour dragon. Donc voilà, on dit que pour mettre de la Fate, c'est très rare, il y a très peu de cartes qui permettent de le faire. Pour l'instant, il y a le Good Omen, qui est une carte qui permet de remettre des points de Fate à un personnage qui coûte 3 ou plus. Il y a aussi une carte en dragon qui permet de voler du Fate à l'adversaire, un attachement, hein, qui coûte 3. Pendant que la vidéo vient de freeze. C'est magnifique. Eh bien écoutez, je vais faire une petite ellipse et on revient tout de suite. Et on est de retour, hein, la magie du montage. Donc on relance la vidéo qui maintenant fonctionne à nouveau correctement. Et donc voilà, on remet les anneaux correctement en place. À la fin de la phase de défi, donc je vais tout de suite rebaisser le son de la vidéo, désolé. Donc je disais, à la fin de la phase de défi, on met aussi un petit point de fate sur les anneaux qui n'ont pas, été claim durant donc la phase de défi, entre guillemets, la phase de conflit, en sachant que ce point de fate va être récupéré lorsqu'on lance un défi avec l'anneau en question. On n'a pas besoin de gagner le défi avec l'anneau en question pour récupérer le point. C'est dès qu'on lance le défi. Donc à la fin du tour, on peut aussi décider, si jamais il y a des cartes dynastiques qui ne nous plaisent pas, de les balancer pour en remettre de nouvelles sur nos provinces. Et dans tous les cas, les cartes révélées sont détruites sur les provinces qui sont aussi détruites. On change le premier joueur. On redresse toutes les cartes qui sont redressées. Et on commence le deuxième tour. On révèle les cartes qui ne sont pas encore révélées sur les provinces. On récupère cette de fête à nouveau. Et donc c'est le joueur crabe qui va commencer à jouer ce coup-ci.
Voilà, on explique que pour gagner du fight en grab, il y a les Manicured Garden et quelques rares effets qui permettent de gagner du fight en plus. Gagner les anneaux, comme il l'explique. Enfin, les anneaux sur lesquels il y a du fight, évidemment. Ça, c'est marrant. Vu que j'ai beaucoup fait de parties avec la grue et le lion, vu que les personnages ont pas mal de glands, en général, l'anneau du feu, c'était genre l'anneau, il restait jamais un point de fight dessus. Plus l'anneau de l'air et de terre. Je pense qu'il va y avoir pas mal de différences entre les méta. Alors là, on a un petit personnage qui était joué. Alors si je dis pas n'importe quoi, c'est le Caillou Envoy. Donc c'est un petit personnage pour 1, très sympathique parce qu'il a deux mots-clés, sincérité et duty, je crois, je sais plus le deuxième mot. Mais en gros, le premier mot-clé dit que quand il quitte le jeu, il fait gagner un fight à un point d'honneur pendant son propriétaire, un point de fight, j'ai un doute. Et le deuxième dit qu'il fait gagner une carte. Donc un excellent personnage sacrifice, on va attaquer avec, une fois qu'il va être incliné avec 0 de fight, on va le sacrifier pour un effet quelconque du crabe, et donc on va en plus gagner des cartes et des ressources. Donc pendant ce temps-là, le joueur dragon a joué une Dumetsu Genja, attendez, ils vont un peu vite là pour une fois. Donc Dumetsu Genja pour 1 une 3-3 qui ne peut pas recevoir de fate en plus lorsqu'on la joue. Donc c'est un personnage pour un tour, mais qui est puissant. Alors qu'en face, on joue le Steadfast Witch Hunter. Une carte très intéressante pour 4, une 4-2 si je dis pas n'importe quoi, qui en fait va pouvoir sacrifier un personnage allié, par exemple le Caillou Envoy, pour redresser un gros personnage, par exemple Ida Kizada. Donc une carte qui est assez forte, qui coûte 4, qui a un effet puissant, des stats pas folichonnes, mais 0 de gloire. Elle a le trait Shukenja d'ailleurs, ce qui est intéressant, ça permet de jouer les plus de main par exemple. Donc voilà, le genre dragon qui a juste joué un petit personnage histoire d'être tranquille. Donc, alors que là on explique pour une troisième fois l'effet de la Shugenja. Ah, et pendant qu'elle joue, il met un point de faille de plus dessus, donc elle restera 2 tours. Ce qui m'étonne pas parce que c'est un personnage quand même assez puissant. Là, clairement, militaire, le joueur Crab, il a une pas mal, hein. Il a une 11 de force pour l'instant, sans compter le petit pins. Franchement, c'est correct. Je pense qu'il y a une deuxième province dragon qui va partir ceci. Voilà, là, on explique une chose qui est très intéressante dans le jeu, et je suis tout à fait d'accord avec cette chère Hélène ou Christine, ou je sais plus malheureusement. C'est-à-dire que dans les jeux, la plupart du temps, les effets de sacrifice sont pas ouf parce que bah, sacrifier une carte fait du card disadvantage et les effets sont rarement assez intéressants pour que ce soit utile. Là, clairement, si le personnage de toute façon se barre à la fin du tour, bah, c'est super intéressant de le sacrifier et du coup, je pense que la mécanique du sacrifice peut vraiment être viable. Je sais pas si je vais jouer ça personnellement, parce que je sais pas si ça va être trop mon kiff, il faudra que je teste pour avoir un avis. Mais franchement, cette mécanique, elle a vraiment viable dans le jeu, ça fait plaisir d'avoir enfin un jeu où les mécaniques du sacrifice sont viables. En tant qu'ancien joueur plus ou moins KO à Conquest, ça rappelle les souvenirs. Et donc pendant cela, nous avons un Kitsuki Investigator. Je sais plus du tout ce qu'il fait, je suis désolé, j'ai pas regardé avant la vidéo. Donc il met 2 faits dessus, donc il doit avoir un effet assez important. C'était honte. Tant pis. Voilà, on voit les stats, hein, plus ou moins, j'ai cru voir du 3-3, avec un petit 2 de gloire. Alors, ils ont fait le dial assez rapidement, donc on voit que le joueur dragon a voulu piocher 5 cartes, ce qui est normal, parce qu'il a quasiment plus de main, alors que le joueur crabe a pioché 4, lui non plus il n'a plus grand chose, c'est dit. Et donc, le joueur dragon a dû donner 1 d'honneur à son adversaire. Hein. Là, on voit quand même que le joueur crabe, il monte pour l'instant à 8, 9, 10, 11 d'honneur. Et en face, on est à 10, donc ça bouge pas des masses dans cette partie. Hein. Il n'y a pas des masses de points d'honneur qui sont gagnés d'un côté comme de l'autre, ou perdus d'ailleurs. Donc, alors attendez, donc le joueur crabe joue Cloud the Mind sur le Kitsuki Investigator, donc il doit avoir un effet fort, même si je ne me souviens plus malheureusement. Donc le The Mind, c'est un... Donc il faut avoir une Shugera pour pouvoir le jouer, c'est un attachement qui n'a pas de bonus, c'est même plutôt l'inverse, en fait il blanchit le personnage. Ah, et on a libéré délivré qui est joué, donc Let Go en anglais, qui permet de défausser un attachement. Une carte dragon qui est tellement cool. Franchement, pour dégager les Clous de Man, pour dégager comment ça s'appelle, les pacifismes, et pour dégager les attachements forts des adversaires, mais cette carte qui en plus n'a qu'un seul d'influence, ça veut dire que si vous l'avez mettre 3 en x3 dans votre deck, ça vous prend que 3 d'influence, c'est gratuit. Ah, on a une... si je dis pas n'importe quoi, là, c'est quoi la carte? Je n'ai pas suivi...
Ah ok, on revient juste, en fait c'est une question, excuse-moi je t'adresse, on revient juste, c'est une question du chat qui revient sur la carte donc route qui permet donc de renvoyer à la maison des personnages adverses qui ont une force militaire moins forte que l'un de vos bushis. Et bizarrement les bushis ont souvent des bonnes forces militaires. Par contre c'est que pendant des défis militaires. Donc on a une tentative de stopper le Kitsugi Investigator du côté du crabe, tentative avortée par le Let Go du genre dragon. Alors là on joue Reprieve sur Ida Kizada. Donc c'est un attachement qui dit, lorsque le personnage attaché doit quitter le jeu, on peut défausser l'attachement à la place. Donc ça peut être, enfin c'est super utile en fait, parce que ça peut soit être un point de fate supplémentaire, ce qui est toujours cool, pour un, mais en plus de ça, ça peut aussi être un truc qui sauve de n'importe quelle chose, un truc qui remet au-dessus du deck, un truc qui renvoie de la main, un truc qui assassine aussi, pourquoi pas. Et du coup, bah, c'est une carte plutôt sympa, hein. Une carte qui nous a été révélée il y a longtemps, avec les premiers spoils des différents clans. Donc un défi militaire feu sur une province qui est Entranced Position, je sais plus l'orthographe exacte, Untrained Position, je sais plus, qui est une province super intéressante, et là qui va faire du tort aux joueurs crabes, c'est une province à 5 de défense, mais qui gagne 5 de défense supplémentaires lors d'un défi militaire. Donc là elle a 10 de défense, ça veut dire que le joueur crabe doit passer avec 10 de force supplémentaire, ce qui est beaucoup. Alors heureusement pour le joueur crabe, il a attaqué avec pas mal de personnages, pendant que je me fais appeler, et je vais vous reprendre dans quelques minutes après une petite ellipse, parce que c'est un appel important. Et donc désolé pour la petite ellipse, hein, petit appel imprévu. Du coup, est-ce que j'ai regardé quelque chose? Non, pas pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir regardé quelque chose. Voilà, on déclenche la faveur de Damio donc pour ne pas prendre l'effet d'Ida Kizada dans la tronche, ou plutôt pour le prendre dans la tronche mais sur un effet pourri. Pendant ça là, donc, on a la Shugenja qui a été mise dans le défi, hein. Donc on a, si je compte plus ou moins bien pour l'instant, 7... Oh, Charge qui a été lancé par le joueur dragon. Charge qui permet, pour un, de jouer un personnage de sa province directement dans le défi en tant que défenseur ou en tant qu'attaquant. Je crois que c'est toujours dans le défi militaire, quel qu'il soit, attaquant ou défenseur. Et donc on a une carte que je n'ai pas notée, parce que je l'ai oublié. Et merde, du coup je sais pas du tout qui c'est. Mais j'ai cru voir qu'il avait 3 de force en militaire. Donc on a 6 de force en défense, et on doit avoir 7 et 1, 8 de force en attaque. Ce qui commence à faire beaucoup, mine de rien. Donc là je pense que Ida Kizada va juste fermer sa bouche et rentrer chez lui bredouille. Ou certains diraient brocouille, par ailleurs. Petite référence pour ceux qui l'ont. Ah là là, là on est en train de dire malheureusement que le temps est en train de s'écouler et que donc ça va sûrement être le dernier tour de la partie. Voilà, 50 minutes pour 2 tours, hein. Heureusement que les parties sont pas comme ça en vrai. Non, en vrai, le temps de jeu est plus autour des 45 minutes. Donc là voilà, toujours le même défi, hein. Du coup, je pense que le joueur... Ah, attention, pour un... va encore jouer un route. Donc il va encore envoyer gicler un personnage chez lui. Parce qu'il a plus de force en militaire. Et là, du coup, bah, il n'y a pas grand chose à jouer, hein. Parce que je crois qu'il a plus des masses de fate dans sa table, il n'en a plus. Il y a pas mal de cartes qu'on voit à 0, hein. On voit un route aussi dans la main du joueur dragon. Qui est une carte qui sinon paraît forte, mais bon, il peut pas la jouer. Il y a des petits attachements qui donnent plus d'en politique ou en militaire, mais j'ai pas vu leur coup. Mais le militaire, ça va être l'ancestral d'Aisho. Là, franchement, les joueurs L5R, je sais pas comment vous avez fait pour vous mettre à jour avec tous les termes des armes, machin et tout, du médiéval japonais. J'ai trop du mal à les retenir. Je vois à peu près ce que c'est, mais alors, enfin, il y a trop de termes. Donc là, on retourne à une situation de 9 contre 3. Donc pour l'instant, c'est toujours pas assez, hein. Le défi est gagné.
C'est ça, 8 à 3. Il ne casse pas la province parce que malgré ses 5 de défense, bah, elle a plus 5 de défi militaire. Par contre, grâce à l'anneau de feu, il va pouvoir honorer ou déshonorer un personnage. Donc là, à déshonorer, il y a quand même le Kitsuki qui est sympa, mais il y a aussi tout là-haut le Nintendo Adept qui est sympa. Ah, donc voilà, il va déshonorer le Kitsuki, donc il doit vraiment avoir un effet de port. De toute façon, je vais mettre la carte, bien évidemment, donc vous verrez l'effet, moi je m'en souviens juste plus. Pendant que les enfers sont en train de se déchaîner sur mon PC, vu qu'il y a un milliard de gens qui me contactent sur différents supports. De toute façon, c'est la règle. Quand vous commencez à faire une vidéo, et vous filmez, quelle qu'elle soit, la vidéo, c'est à ce moment précis que votre famille, vos amis, votre compagne, tout le monde vous envoie des messages ou vous appelle. Donc le Kitsuki qui a l'air d'être une 3-2, voilà. Moi je le découvre là parce qu'il parle de déshonorer un personnage à 2 de gloire et lui mettre 0 en politique, donc j'imagine que c'est ses stats. Vous aurez la chance d'avoir le personnage au moment où il est joué, donc enfin, sortez bien. Voilà. On dit bougez-vous le cul parce que vous mettez 3 ans à jouer et du coup on voit rien et on a encore des choses à dire sur une carte Phoenix. Voyons voir. Ah oui, ne pas oublier d'ailleurs que en effet le joueur crabe a toujours son petit plus 1 en politique. Ouh là là, la qualité de la vidéo qui devient bizarre, je pense que c'est ouais, c'est pas de ma connexion, ça vient clairement de la caméra. C'est le flou. Donc, on utilise la capacité du Steadfast Witch Hunter pour sacrifier le petit Pins et redresser Ida Kizada. Pendant qu'avec le Niten Master, on fait un défi pouvoir en utilisant couverte pour que Ida Kizada ne puisse pas rejoindre le défi. Donc, apparemment, la province, c'est un Manucuret Garden, donc la province qu'on a vu tout à l'heure du côté du joueur dragon, la province qui permet de gagner un de Fate lorsqu'on fait un défi dedans. Donc la première action vient bien évidemment au joueur défenseur, donc au joueur crabe. Par ailleurs, hein, un défi void politique lancé par le joueur dragon, sûrement pour essayer d'enlever le point de Fate sur le Steadfast Witch Hunter. Alors, on va balancer un court game. Court game qui est une carte très intéressante sur un défi politique qui permet de choisir entre 2 effets. Soit on peut honorer un de ses personnages, soit on force l'adversaire à déshonorer un de ses personnages, mais au choix de l'adversaire. Et d'ailleurs, c'est un personnage participant. Donc voilà, il y a un seul personnage participant, donc il est obligé de déshonorer l'unité d'adepte. Par contre, j'avoue que ça va être compliqué de tenir compte des points de force. Franchement, je pense que... Là, pour cette vidéo, je vais pas le faire, mais je pense que... Sur TTS, ils ont mis des petits compteurs de force pour les défis. Je pense que c'est la vie d'avoir ça à table. Parce que là, vraiment... Convoi vue de feu... Ah bah ouais, bah voilà. Bah il joue à son tour un court game pour honorer son propre personnage, pour revenir à sa force initiale. Donc voilà, ils expliquent que cet événement est une fois par conflit. Donc ils peuvent pas le jouer une deuxième fois, même si jamais il avait une deuxième fois en main. Ah d'ailleurs on voit le crabe qui a un court game en main, c'est dommage. Ah donc le Steadfast Ugenja qui défend bien le défi, et donc on utilise le Stronghold pour l'enforcer. Donc là on monte à 3 de défense du côté du joueur crabe, si je dis pas n'importe quoi, alors qu'en face on vient encore de prendre un boost politique. Donc on était à... Je crois qu'on était à 1, plus 4, 5, plus 2, 7... ça commence à faire beaucoup, d'autant plus qu'il y a encore le Stronghold qui a été utilisé ou pas, j'ai pas suivi, j'avoue. C'est bizarre, pourtant j'ai déjà vu la partie, mais pas trop que j'oublie. Ah, donc il a réussi à casser la province, il va pouvoir utiliser l'anneau du vide. Voilà, pour enlever un Fate au Steadfast Witch Hunter. Et rentrer à la maison. Donc on est à 2 provinces cassées contre une, donc le dragon, encore une fois, qui continue à garder un petit peu son avantage, alors que pourtant il n'a pas été premier joueur ce tour-ci. Donc là, on réexplique encore une fois l'effet de court game. Donc c'est, en fait, souvent ils expliquent quand ils le jouent, puis après les gens du chat reposent la question pour mieux comprendre la carte ou mieux connaître le texte précis de la carte.
Et on explique d'ailleurs qu'on ne peut pas faire de choix si jamais l'état de jeu ne change pas, c'est-à-dire que si jamais par exemple il y avait le Kitsuki Investigator dans le défi en même temps que Nintendo Adept, et qu'on joue le court game pour déshonorer un des personnages, le joueur dragon ne peut pas choisir un personnage déjà déshonoré, il est obligé de choisir l'autre du coup. Donc le conflit du Great Bear, en militaire sûrement, alors qu'on est en train de jouer un Way of the Crab, je me rends compte qu'à la fin de la partie, j'ai pas du tout pris de notes. On prend un Way of the Crab, alors là c'est vraiment pour montrer la carte, hein, pour dire coucou j'ai des effets rigolos. Donc Way of the Crab qui dit tu choisis un personnage à toi, tu sacrifies, pour que l'adversaire soit obligé de sacrifier un de ses personnages. Donc là il dit qu'il pourrait faire un défi politique, parce qu'il a déjà fait un militaire, donc il pourrait faire un défi politique, avec Hidakizada, mais avec ces deux il va pas aller très loin, donc il préfère garder ses 7 de force pour défendre les possibles conflits militaires du joueur dragon. Et donc là il dit, ça sert à rien que j'attaque, je vais juste déclencher des effets à la con, je préfère arrêter mon tour maintenant, parce que je rappelle que l'Imperial Favor se calcule avec les anneaux gagnés, mais aussi avec la gloire des personnages en question. Et du coup là, vu qu'il a pas mal de gloire, il préfère s'arrêter là en se disant, bah je récupère la faveur pour le prochain tour. D'ailleurs, chose intéressante, je viens d'y penser, mais du coup c'est vrai qu'avoir de la gloire, c'est quand même cool pour la faveur, et du coup le joueur crabe, avec toutes ses cartes qui ont 0 de gloire, va avoir du mal à gagner la faveur avec des personnages menacés. Et là il dit qu'il le prend en militaire à travers un pal parce que bon il se fait casser le cul par Hidakizada, alors et qu'il va rester encore un tour de plus grâce au reprieve. Donc si la partie aurait continué, ça aurait été intéressant pour lui d'avoir un bonus militaire. Donc là on a la tour qui dégage. D'ailleurs on finit ce tour là et donc la partie pour l'instant sur 2-1 pour le dragon qui a réussi à garder l'avantage. Hein. Et donc le Daisho qui retourne dans la main. Il perd un fail de son personnage, et donc on a utilisé le reprieve sur Hidakizada pour qu'il reste en jeu. On met des petits points de fail sur les anneaux non utilisés. On rend les anneaux. On redresse toutes les cartes. Et je pense que leur partie va s'arrêter là. Ah oui, donc les provinces qui sont cassées, on enlève les cartes, on en met de nouvelles. On change, et ça fait un nouveau tour. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que pour la vidéo, pour l'instant, on va s'en arrêter là, parce qu'après on va parler du spoil Phoenix, mais bon, ça on va tailler ça dans la prochaine phase. Donc voilà, j'espère que donc ce petit commentaire de partie vous a plu. Donc vous avez bien compris, hein, c'était clairement pour les néophytes, parce que là il y a eu très peu d'actions jouées, et la partie n'était pas intéressante de fou, enfin de ouf, on va dire, au niveau du gameplay. Je sais pas si ça vous a plu. Au niveau, si jamais il y a des choses que vous voulez, au niveau des améliorations possibles de mon côté, parce que par exemple pour la qualité des cartes, des choses comme ça, je peux pas faire grand chose, mais si jamais vous avez des idées d'amélioration que je peux faire, n'hésitez pas. Si c'est pas trop long à faire, franchement je pourrais le faire sans problème. J'ai déjà du phrases en tête, hein, de toute façon on en parlera après sur le forum bien sûr, mais voilà, n'hésitez pas à en discuter sur le blog ou sur la vidéo YouTube ou sur le forum pour donner vos avis. Et donc je vous retrouve dans quelques minutes pour la carte spoilée du clan du Phénix. A tout de suite. Et nous voilà en troisième partie, donc la carte spoilée Phoenix. Donc voilà, ça va être un truc assez rapide, hein, je pense que ça va durer 1 ou 2 minutes à peine. Mais voilà, c'était pour voir si jamais un format de vidéo très très court, très très condensé, pourrait vous faire plaisir. Donc on va tout de suite passer donc sur la petite caméra avec la carte spoilée directement sur le forum, parce que c'est là où j'ai trouvé la plus jolie. Donc voilà, Display of Power, un événement Phoenix, donc un Spellfire comme mot-clé. Pour 2, c'est cher, mais avec un effet surpuissant à mes yeux. Surpuissant mais très conditionnel aussi. Donc, quand vous perdez un conflit sans opposition, vous annulez, non seulement vous annulez l'effet du ligne adverse, mais en plus, c'est vous qui pouvez résoudre cet effet d'anneau comme si vous avez gagné en attaquant. Et en plus, vous récupérez l'anneau. Donc c'est complètement un jeu perte ou gagne. Pour ceux qui jouaient 39R V1, c'est la Vengeance Rouge, hein, clairement, la Red Vengeance, c'est la même chose. Pourquoi c'est moins fort à mes yeux que justement dans, comment dire, que dans le 39R? Ici, vous avez l'obligation de perdre un défi sans opposition. Ça a plusieurs problèmes. Premièrement, bien évidemment, vous allez quand même prendre le point d'honneur dans votre face, parce que vous perdez le conflit, hein. Tous les effets de perte de conflit peuvent s'appliquer, donc là c'est un problème.
Mais par rapport à ça, c'est comme au trône de fer, à part le point d'honneur que vous perdez, mais bon, ça c'est quand même anecdotique. Par contre, enfin, parce que dans le trône de fer, on en gagne, l'adversaire en gagne un, donc voilà. Par contre, le vrai problème, c'est que si vous faites un défi sans op, et que l'adversaire attaque juste avec 4 de force, par exemple, bah, il peut vous péter votre province assez facilement. Et je sais pas si jamais c'est si rentable que ça de perdre une province pour gagner un effet d'anneau, et l'anneau en question. Du coup, c'est une vraie réflexion par rapport à cette carte que je trouve bah, qui va franchement bouleverser des games. Enfin, ça va faire vraiment des trucs de ouf. Du genre, ah, l'adversaire fait un défi void et finalement c'est vous qui faites l'effet du void. Ça marche pour l'eau, ça marche pour le feu, enfin ça marche pour les effets comme ça, vraiment game breaker sur un tour. Ça peut être très rigolo sur un deck basé sur l'air, surtout qu'on a déjà vu des spoil Phoenix qui permettent de changer l'anneau en anneau d'air. Donc sur un deck pour gagner l'honneur, l'adversaire qui prend l'anneau d'air pour essayer de vous empêcher de prendre des points d'honneur rapidement, ah bah non finalement c'est vous qui les prenez. Moi je trouve ça assez marrant. On voit quand même que c'est une carte qui a trop d'influence par contre, donc c'est pas une carte qu'on va mettre partout. Mais c'est quand même une carte qu'on peut retrouver dans n'importe quel deck, et ça franchement, enfin je veux dire, quand vous jouez, par exemple dans le trône de fer, quand vous jouez contre Martel, et qu'il avait de l'influence, vous dites, non en plus c'est même pas ça, non, c'est sans influence en plus ça va mais bref, vous disiez, bon ok, non, enfin je sais plus s'il y a d'influence ou pas, mais bref, vous disiez, bon ok, il joue Martel, je peux me prendre ma Red Vengeance, ok, je suis au courant. Là, n'importe quel joueur qui a décidé de splasher les 5 dans son deck en x1 par exemple, juste pour l'avoir au cas où, bah, il peut le foutre dans la tronche. Et franchement, ça c'est assez horrible comme pensée de se dire qu'à chaque défi que vous faites, vous avez la potentialité bah, de se prendre un display of power dans la face, quoi. Avec les gens qui vont prendre du Phoenix dans leur deck en splash, on n'a pas encore vu assez de cartes Phoenix pour voir si c'est vraiment rentable que ça. On a quand même vu un Shugenja qui permet de changer l'anneau en anneau d'air. Donc dans les decks de Rush Honor, ou tout du moins de les decks basés sur l'honneur, ça peut être intéressant. Mais donc voilà, une petite carte que je trouve bien sympathique, bien que très conditionnelle, et avec un effet qui peut être lourd de conséquences. Donc voilà, et on va finir avec la quatrième partie, les news en vrac, donc les points de... Aujourd'hui ça va être les points de règle qu'on a vu durant la vidéo de match, et qui peuvent être intéressants à savoir pour les joueurs confirmés. Et donc voilà, pour finir, hein, une petite dernière partie sur les points de règle. Donc ça va être un peu une liste, voilà, vous verrez les différents points, de toute façon listés à côté de mon magnifique visage, sur cette magnifique overlay. Mais donc voilà, les règles qu'on a vues donc dans la partie et qu'on ne savait pas auparavant. La première est sûrement l'une des plus importantes, le second joueur prend un point de fate. Donc comme j'en ai parlé tout à l'heure durant le match, mais je vais répéter pour ceux qui sûrement n'ont pas vu le match parce qu'il était long et pas très intéressant pour ceux qui connaissent bien le jeu. Ce qui est vachement intéressant à ce niveau-là, c'est que souvent ce genre de les mécaniques sont mises en place lorsqu'il y a vraiment une différence de win rate entre le premier et le deuxième joueur. Donc quand le premier joueur est trop impactant. Du coup, pourquoi cet effet-là? Ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Premièrement, le premier joueur a actions égales durant la phase de deploy, donc de dynastie. Si jamais le premier joueur fait autant d'actions que le deuxième joueur, disons 2 ou 3, enfin 2 ou 3 trucs de jouer quoi, et ben il va pouvoir passer en premier. Ce qui va faire déjà un point de fate supplémentaire gagné, juste parce qu'il est premier joueur. Statistiquement, hein, c'est pas tout le temps le cas, on est bien d'accord, mais c'est plus. Excusez-moi, c'est plus ou moins l'idée. Du coup, là, ça permet déjà au deuxième joueur d'avoir la possibilité, malgré tout, d'avoir cette possibilité de contrebalancer cet avantage économique. Et au pire des cas, ça forcera le premier joueur à faire des actions rapides pour pas que le second joueur ait 2 fates de plus dès le début de la partie. La deuxième chose pour laquelle il peut y avoir cette règle-là, tout simplement que le premier joueur qui va attaquer, il a le choix de l'anneau en fait. Même si jamais il attaque avec un personnage et qu'il sait pertinemment qu'il va se prendre une grosse branlée et qu'il va pas passer, genre avec une vieille 1-1 il attaque, mais il peut quand même choisir un anneau et du coup empêcher l'adversaire de faire cet effet d'anneau. Et ça c'est un truc super fort. Après, je veux dire, il y a quand même un désavantage d'être premier parce que du coup, tu peux aussi, tu dois, vu que la table en face est toute pleine, toute belle, toute jolie, toi, tu dois sûrement en général incliner ta table de manière abusée, quoi, pour pouvoir passer. Et du coup, il faut voir si c'est si impactant que ça, mais bon. Connaissant les designers de jeux de cartes, en général, ce genre de petite mécanique, c'est un peu comme dans la zone de la pièce, hein, clairement, juste d'un petit point en plus pour l'adversaire. C'est clairement ce genre de truc où il y a un petit manque dans le match-up. Ensuite, deuxième règle donc, entre le moment où on déclare les attaquants, qu'on révèle la province, tout ça, et qu'on déclare les défenseurs, il n'y a pas de fenêtre d'action. Ça c'est super important parce que du coup ça permet par exemple de ne pas pouvoir jouer un attachement qui donne covert. D'ailleurs je ne sais même plus si c'est covert, c'est au moment des déclarations d'attaquants et pas des déclarations de défenseurs, mais bref. Ou de pouvoir jouer des attachements entre le moment où on attaque. Enfin, par exemple, j'attaque, je vois, la province de l'adversaire, et du coup je vais pouvoir jouer des attachements en fonction avant que l'adversaire même puisse défendre. Euh,
Du coup, je trouve ça intéressant. Ça change pas grand-chose, parce que je crois qu'on joue déjà plus ou moins de la même manière avec les gens avec qui j'ai joué. Mais voilà, au moins c'est bien clarifié, c'est important de le savoir. Troisièmement, les fenêtres d'action, justement, parlons-en, parce que entre chaque conflit, déjà, il y a une fenêtre d'action, on peut jouer des cartes, conflit. Enfin, il y a une fenêtre d'action après que tous les conflits soient finis, et il y a aussi une fenêtre d'action avant le premier conflit, car dans la partie, on a vu le joueur dragon jouer un attachement avant même le premier conflit. Ensuite, en dehors de ça, ça va pas parler de phase d'action durant la phase de fate et la phase de regroupe, donc la phase où on gère les faits des personnages, et la phase où on redresse tout, on fait à la fin du tour. Ce qui me paraît, je veux pas dire logique, mais ça me choque pas. Personnellement, je vais pas dire que ça a toujours été une hérésie, mais si jamais il y en a pas, ça me choquerait pas, personnellement. Qu'on joue juste des cartes dynastie en dynastie et juste des cartes conflit en conflit, ça me paraît logique en fait, et en plus, si jamais le nom des phases ont le nom des types de cartes, ça paraît pas être pour rien. Après, oui, c'est dommage, en termes de game design, ça enlève des possibilités de cartes comme certaines cartes dans Conquest, je pense par exemple, qui se jouent en headquarter, ou enfin donc dans la phase, en gros, l'équivalent de la phase de regroupement, ou alors même en train de faire des actions que tu peux faire en phase de redressement, ou en phase de taxation, etc. Donc il faut voir si jamais ça se fait ou pas. Je trouve ça bien et pas bien, donc comme je disais, je trouve ça bien parce que bah, du coup ça simplifie le jeu, et c'est qu'elle lui dise un peu mais dans le bon sens, c'est-à-dire on simplifie les choses sans les rendre trop de nœuds. Et en même temps c'est dommage parce que ça enlève un peu des possibilités de design de cartes sympatoches pour ces différentes phases. Donc ensuite, l'Imperial Favor, donc ce petit bonus de +1 de force en militaire ou en pouvoir qu'on peut gagner à la fin des phases de conflit. On peut l'utiliser seulement si on a un personnage dans le défi. Si on n'a pas de personnage dans le défi, l'Imperial Favor ne fonctionne pas. Donc ça c'est important à savoir, parce que j'ai déjà fait des parties où justement l'adversaire voulait ne pas envoyer de personnage et avoir quand même un de force dans le défi pour m'empêcher de prendre des provinces ou des choses comme ça. Les persos déshonorés marchent quand même pour la faveur impériale, ça paraît pas logique en termes de fluff qu'un personnage déshonoré soit quand même auprès de l'empereur, mais bon c'est une règle de game design, moi perso ça me choque pas du tout, de toute façon je joue déjà comme ça. Encore une fois, renvoyer à la maison, donc route les unités, enfin send home les unités, n'incline pas l'unité, donc contrairement à Conquest par exemple. Pareil, ça me paraît logique, ça permet en fait d'avoir justement une mécanique de ok, pour ce défi là, je vais avoir un super avantage parce que tu vas dégager du défi. Surtout qu'en général, les effets de renvoyer à la maison, c'est plus facile à déclencher que les effets juste d'incliner. Par contre, derrière, il peut revenir. Donc je trouve ça intéressant d'avoir cette dualité entre l'inclinaison qui est tout court, ça marche et basta, mais qui est, comment dire, qui est récupérable via du redressement. Et cet effet-là qui dit tu rentres à la maison, tu te tais, tu reviens plus. Et par contre, tu peux revenir dans le prochain défi, sans avoir d'effet à faire. J'aime bien cette dualité entre les deux mécaniques, c'est intéressant. Et pour finir, quand une province est détruite, seules les cartes révélées sont détruites lorsqu'on peut détruire la province et à la fin du tour. Ça c'est intéressant aussi parce que du coup, quand on jouait, nous on avait tendance à dire, même s'il y avait une carte face cachée, légage. Bon du coup, bon, c'était rare que ça arrive quand même, mais parce qu'en général, comment dire, on attaquait des provinces où les cartes étaient révélées pour justement les dégager. Voilà, tout simplement, comme ça on savait ce qu'on dégageait plutôt qu'attaquer un truc et dégager un truc au pif. Mais donc voilà, pour les règles plus ou moins qu'on va avoir, j'aurais pu faire une rubrique supplémentaire sur les cartes qui ont été révélées durant la partie, mais je pense que je ferai ça sur la prochaine vidéo, surtout qu'on va peut-être avoir des spoils d'ici là, donc voilà, ça me fera du contenu pour la semaine prochaine. Et bien sur ce, messieurs, dames, c'est la fin de la vidéo. Voilà, la conclusion. Donc ce fut un long moment, j'ai un peu mal à la gorge, je vous avoue, par rapport à la taille de la vidéo, surtout que j'ai fait plusieurs prises pour certains trucs. Mais bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, je rappelle, hein, c'est vraiment une grosse vidéo pilote du premier épisode donc de vidéo, justement, les chroniques des éléments. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y a des rubriques qui vous ont plu. Au niveau des tailles rubriques, justement, j'ai essayé de faire différents formats, des rubriques courtes, des rubriques longues, avec différentes choses à montrer, afin justement d'avoir vos avis par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Je vais pas faire le youtubeur de base à dire abonnez-vous à ma chaîne, tout ça, tout ça. Franchement, de toute façon, vous allez être sur le forum et abonner, ça vous sert à rien parce que sur le forum, je vais mettre toutes les vidéos avec le blog, tout ça. Donc ne vous embêtez pas, hein, c'est pas obligatoire. Mais n'hésitez pas à en parler aux néophytes qui voudraient s'intéresser au jeu, par exemple, avec la partie de test, et à vos potes qui sont pas sur le forum et qui voudraient avoir plus de renseignements sur L5R, quoi. Donc voilà, et donc n'hésitez pas à donner votre avis pour qu'on puisse améliorer les vidéos. Pour les prochaines, je pense que je vais commencer à avoir des compagnons avec moi qui commenteront les vidéos,
histoire de un peu renvoyer la balle, hein, c'est plus intéressant au niveau des commentaires, et surtout au niveau des, comment dire, quand on donne son avis sur les cartes, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dû se retourner dans leur tombe par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc voilà, bien sur ce, messieurs, dames, passez une bonne soirée, pour ma part en tout cas c'est le soir, et bien à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!